J'ai le très grand plaisir d'accueillir Sylvie Thénault, directrice de recherche au CNRS, pour une conférence intitulée « L'Algérie, la guerre d'indépendance, le monde ». Merci Sylvie. Bien. J'espère que vous m'entendez bien, parce que je ne sais pas s'il y a un genre des pupitres, mais il y a une taille des pupitres qui me pose problème. Et donc, comme j'ai dépassé l'âge des complexes, eh bien, je m'installe à côté. Alors, sur cette question, il y a une bibliographie qui peut être en grande partie ancienne et qui rejoint une remarque que je me suis faite en écoutant la présentation précédente de Claire Fredge. C'est que sur l'histoire de l'Algérie à la période coloniale et puis au moment de sa guerre d'indépendance, on a une bibliographie qui peut être ancienne. Ici, l'ouvrage que j'ai principalement utilisé et qui est le plus utile, c'est celui de Gilbert Mignet qui date de 2002. C'est pas très ancien, mais ça fait 20 ans. Claire Fredge a signalé de nombreuses fois des travaux de Charles-Robert Ageron décédé. Et en fait, cette remarque préliminaire pour dire que, de mon point de vue, de spécialiste de la colonisation en Algérie et de la guerre d'indépendance, un des intérêts du sujet est d'inviter à une relecture d'une bibliographie, même si elle est ancienne. Et ce que je veux dire, ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai préparé cette intervention, c'est que je n'avais pas besoin de connaissances, je dirais assez peu sur les questions que j'aborderai, que nous manquons de connaissances. En revanche, ce qui manque, c'est une lecture de cette guerre d'indépendance algérienne à l'aide d'une grille qui peut être celle de l'histoire globale ou de l'histoire connectée. Alors, j'ai utilisé deux principales sources. L'ouvrage de Gilbert Mignet, qui est absolument essentiel, qui étudie dans toute son ampleur à travers l'étude du FLN, du Front de Libération Nationale, la guerre d'indépendance, et y compris ses dimensions internationales. Par honnêteté, je dois dire que j'ai utilisé le contenu d'un certain nombre de notices dans un dictionnaire à paraître que je codirige, et j'ai demandé à mes codirecteurs l'autorisation de me référer à ces notices, même si l'ouvrage n'est pas encore paru. Et c'est là le socle principal des sources d'information pour la relecture à laquelle je vais me livrer. Je signale l'ouvrage de Matthew Connelly, qui date de 2002 et qui a été traduit et ensuite réédité en poche et à cette occasion revu et actualisé L'arme secrète du FLN, qui porte en fait sur la stratégie d'internationalisation du Front de Libération Nationale entre 1954 et 1962. Donc l'ouvrage de Matthew Connelly est celui qui peut sembler le plus proche du sujet, sauf que c'est un peu plus un ouvrage d'histoire diplomatique et de relations internationales. Ce que Matthew Connelly démontre dans son livre, c'est que l'internationalisation déployée stratégiquement par le Front de Libération Nationale a donné naissance à un nouveau système de relations internationales, à reconfigurer les rapports de puissance entre les pays du monde et notamment la façon dont des mouvements de lutte de libération nationale ont pris la scène internationale comme un des espaces de leur lutte. Ce qui veut dire que dans la bibliographie, encore une fois, il y a beaucoup d'informations que j'ai utilisées, mais pas de lecture. Et donc, ce que je me propose de faire aujourd'hui, eh bien, c'est de faire l'exercice qui consiste à se poser la question de savoir ce que serait une approche d'histoire globale et connectée de cette guerre d'indépendance algérienne. Pour ce faire, je vais commencer par ce qui est le plus connu et développé dans l'historiographie, et en particulier dans l'ouvrage de Matthew Connelly, qui est donc l'existence d'une stratégie du Front de Libération Nationale. C'est la première raison pour laquelle il y a une dimension mondiale à cette guerre d'indépendance. La stratégie d'internationalisation du FLN, elle a trois objectifs. Évidemment, légitimer le combat pour l'indépendance quand du côté français, on refuse de reconnaître l'état de guerre et on plaide on défend l'idée, les autorités françaises défendent l'idée que cette guerre est une question de politique intérieure,
dès 1955, au bout d'un an, la France s'est désavouée à l'ONU sur cette question. Mais ça reste la thèse officielle française. Et donc, le travail du FLN est de démonter cette thèse française, légitimer son combat et faire reconnaître qu'il s'agit bien d'une guerre. Deuxième objectif, il n'est pas à négliger, c'est pour le Front de Libération Nationale de se légitimer en tant qu'organisation. J'y reviendrai un petit peu sur ma diapo suivante. Le Front de Libération Nationale est une organisation qui n'existe pas avant 1954. Elle est fondée par un noyau de militants nationalistes qui appartenaient au Parti du peuple algérien de Messali Hadj, dont Claire vous a montré sur une diapositive, vous a montré sa famille. Et donc, en fait, les fondateurs du FLN sont des militants qui sortent du Parti du peuple algérien pour lancer l'insurrection. Et donc le FLN, c'est une organisation dont le sigle apparaît pour la première fois le matin du 1er novembre 1954, après la nuit d'attentats qui déclenche la lutte pour l'indépendance. Donc le FLN a besoin de se légitimer en tant qu'organisation, surtout que Messali Hadj désavoue la création du FLN et crée une autre organisation qui s'appelle le Mouvement national algérien. Claire vous a montré sur une de ses diapositives le livre de Nedjib Sidi Moussa qui est relatif à ce mouvement national algérien que Messali Hadj crée en réaction à la création du FLN et contre la création du FLN. Pour Messali Hadj, la fondation du FLN, c'est une sorte de coup d'État dans le mouvement national et un coup d'État contre sa personne parce que Messali Hadj est le leader historique de l'indépendantisme algérien depuis l'entre-deux-guerres. Donc, deuxième objectif de l'internationalisation pour le FLN, c'est de se légitimer en tant qu'organisation, et y compris contre le MNA, qui lui aussi tente de se légitimer à l'international. Troisième objectif, et là il est important, c'est de redoubler le rapport de force qui existe sur le terrain vis-à-vis des forces françaises, d'un combat sur la scène internationale pour mettre la France en défaite. À ce sujet, j'en profite pour dire une chose que Claire a également effleurée, c'est qu'il y a une guerre en Algérie, mais il ne faut surtout pas oublier qu'il y a une guerre en France, une guerre en métropole. La métropole n'est pas un espace secondaire de la guerre, c'est un espace en soi de la guerre. Le FLN a une fédération de France qui organise des attentats, qui lutte contre le MNA. Les assassinats réciproques entre MNA et FLN en France sont d'un des aspects majeurs de la guerre en France. Et puis, surtout, des collectes de fonds. Si le mouvement nationaliste algérien, le FLN, est resté autonome financièrement pendant toute la période de la guerre, c'est parce que les immigrés algériens en ont été les bailleurs de fonds. De là, à partir de la France, des circulations qui sont des circulations politiques, militantes, des circulations de fonds en grande partie, sachant sur les circulations militantes qu'il y a en France des militants anticolonialistes français qui se mettent au service de la Fédération de France du FLN. Et à partir de la France se développe aussi un espace européen de la guerre. La Suisse est la plaque tournante des mouvements de fonds pour exporter les fonds collectés sur le territoire de la métropole. C'est aussi un lieu de contact diplomatique. Et puis en Belgique, pour donner encore un exemple, il y a des avocats qui sont membres du collectif de la Fédération de France du FLN et qui viennent plaider dans les procès nationalistes algériens sur le sol français. Pour finir encore par un dernier exemple, le comité fédéral qui dirige la Fédération de France du FLN est installé à Cologne pour échapper à la répression. Donc il y a un espace européen de la guerre et qui est lié au fait que la guerre n'a pas lieu qu'en Algérie et c'est, sauf discussion de mes collègues, mais je ne crois pas, un cas unique dans l'histoire des décolonisations que le fait que la guerre soit portée sur le territoire de la métropole même. Alors, cette stratégie d'internationalisation, elle n'explique pas seule le fait que la guerre est une dimension mondiale et qu'elle se déploie en dehors même du territoire algérien et du territoire métropolitain.
Je vous ai mis ici la liste des 9 chefs historiques fondateurs du Front de Libération Nationale qui appartenaient donc au fameux PPA-MTLD, qui quittent le PPA-MTLD. Vous constaterez, concernant les 4 premiers, qu'au moment du déclenchement de la guerre, ils sont au Caire. 3 d'entre eux sont au Caire depuis 1951-1952, tout simplement parce que la répression française les a contraints à quitter l'Algérie. Pour le cas d'Ahmed Ben Bella, qui devient le premier président de la République algérienne en 1962, il a été condamné, il était emprisonné en Algérie, il s'évade de prison en 1952 et il rejoint le Caire. Ces 4 hommes finissent par être faits prisonniers le 22 octobre 1956. La France arraisonne un avion marocain qui les transportait, et donc ces 4 hommes, à partir de 1956, seront détenus en France jusqu'à la fin de la guerre, ce qui, paradoxalement, leur a sauvé la vie. Parce que si vous regardez les 4 suivants, qui étaient, eux, en 1954, à l'intérieur de l'Algérie, en charge de différentes régions, vous voyez pour les 3 premiers qu'ils sont très rapidement arrêtés et tués de diverses façons. Et quant à Rababita, il est arrêté en 1955, lui est condamné seulement, si je puis dire, aux travaux forcés, il n'est pas condamné à mort ni exécuté, et il est transféré en France. Mais on voit bien avec le destin de ces 4 chefs historiques qui sont restés en Algérie, que ceux qui restent en Algérie sont soumis en fait à une contrainte répressive extrêmement forte, qui explique aussi que la guerre se produit à l'extérieur, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, la direction du FLN ne peut pas survivre si elle reste en Algérie. Et c'est là qu'on arrive au 9e chef historique, Krim Belkacem, qui est en charge de la Kabylie, qui est membre du comité de coordination et d'exécution du FLN. Eh bien, il quitte l'Algérie pour la Tunisie en 1957, et ça rejoint en fait une stratégie volontaire. Je vous ai mis là les instances dirigeantes de la révolution algérienne, le comité de coordination et d'exécution qui, à l'image de Krim Belkacem, quitte l'Algérie en 1957, le gouvernement provisoire de la République algérienne que le FLN forme en 1958, il est installé selon les moments à Tunis ou au Caire, et quant au Conseil national de la révolution algérienne, qui est une sorte de parlement révolutionnaire comprenant quelques dizaines de membres, il se réunit 5 fois entre 1957 et 1962 au Caire ou à Tripoli. C'est fondamental parce que cela crée des discussions, bien sûr, au sein du mouvement sur la légitimité. La légitimité revient-elle à ceux qui sont à l'extérieur ou revient-elle à ceux qui combattent à l'intérieur? Et c'est une ligne de fracture extrêmement importante en 1962, au moment de l'indépendance. Vous l'avez vu avec les circulations des 3 premiers membres, le fait d'être à l'extérieur n'est pas lié au déclenchement de la guerre en 1954. Plus encore, il y a une lutte anticoloniale transnationale qui est antérieure à la guerre, qui est essentiellement maghrébine, qui s'est développée, non pas s'est développée, mais a existé à Paris chez les étudiants. Enfin, les étudiants sont très peu nombreux. Dans les années 30, les étudiants marocains, algériens et tunisiens, c'est quelques dizaines d'individus pour chaque groupe. Il n'empêche qu'il a existé une association des étudiants musulmans nord-africains créée à Paris en 1927, et puis ensuite une nationalisation, si je puis dire, du mouvement étudiant avec les Tunisiens et les Algériens qui créent leurs propres organisations, tandis que l'association d'origine devient essentiellement marocaine. C'est surtout le Caire qui est le pôle de l'organisation d'une lutte anticoloniale transnationale. On retrouve au Caire, après 1945, des dirigeants nationalistes des 3 colonies,
Bourguiba est au Caire entre 1945 et 1949, des nationalistes algériens, et puis surtout, si je puis dire, Abdelkrim El-Khattabi, qui a été le dirigeant de la résistance marocaine dans le Rif dans les années 20. Abdelkrim El-Khattabi a été exilé à La Réunion à la fin de la guerre du Rif. En 1947, il est autorisé à venir s'installer à Marseille, et lors d'une escale au Caire, il s'échappe et s'installe au Caire. Et il prend la tête d'un comité de libération du Maghreb arabe, qu'on trouve parfois sous l'appellation Bureau du Maghreb arabe. Il établit un manifeste pour la création d'une armée de libération du Maghreb. Ce qui veut dire qu'en 1954, lorsque les fondateurs du FLN lancent l'insurrection pour l'indépendance de l'Algérie, ils n'oublient pas l'unité nord-africaine. L'objectif de réaliser l'unité nord-africaine est inscrit dans la proclamation du FLN du 1er novembre 1954. Simplement, au 1er novembre 1954, où en est-on par ailleurs? La Tunisie vient d'obtenir une promesse d'autonomie interne par Pierre Mendès France, c'est en juillet 1954. Côté marocain, le protectorat marocain a un processus bien moins avancé. Et pour cette raison, il y a dans un premier temps une coordination des luttes, ou une tentative, je devrais dire plutôt, de coordination des luttes marocaines et algériennes. L'événement le plus important de ce point de vue, c'est le 20 août 1955. À cette date au Maroc, on se mobilise pour dénoncer l'exil du sultan Mohamed V, qui a été exilé depuis 2 ans, le 20 août 1953. Les autorités françaises ont exilé Mohamed V, il est à Madagascar. Et donc, le 20 août 1955, il doit y avoir au Maroc des manifestations pour protester contre cet exil du sultan. Et bien, dans le nord constantinois, Zeroud Youssef, qui dirige l'armée de libération nationale dans ce secteur, lance une insurrection paysanne pour coordonner un soulèvement lié à la lutte pour l'indépendance de l'Algérie qui a été lancé militairement depuis plusieurs mois, d'une part, avec les mobilisations qui existent au Maroc. Et cette insurrection du 20 août 1955 dans le nord constantinois est un tournant dans la guerre. C'est vraiment le moment où, du côté français, on ne peut plus croire que la lutte pour l'indépendance va rester localisée dans quelques foyers. Il y a une généralisation de l'insurrection, et ce qui est le plus important, c'est l'investissement paysan à l'initiative de Zeroud Youssef. Mais bien sûr, ce qui se passe en 1956, ce sont les indépendances de la Tunisie et du Maroc. Alors, du point de vue des nationalistes algériens, ça a pu être vécu comme une forme de trahison. Et d'ailleurs, on trouve cette accusation de trahison dans les discours des nationalistes algériens. Il reste l'idée quand même qu'il pourrait y avoir une fédération maghrébine, mais il y a des conférences en 1958 à Tanger puis à Tunis qui, sous des déclarations encore emphatiques proclamant l'unité maghrébine, en réalité entérinent l'idée qu'il y aura non seulement 3 nations, ça c'était à peu près ça faisait consensus, mais qu'il n'y aurait pas de fédération des 3 États du Maghreb. C'est le moment où cet objectif d'unité maghrébine et d'une éventuelle fédération des 3 ex-colonies prend fin. Alors, vous l'aurez remarqué, dans les espaces de la guerre que j'ai cités, outre l'espace européen que je ne développerai pas, il y a 2 secteurs importants. D'abord l'espace maghrébin et puis le pôle du Caire. Et donc c'est maintenant ce sur quoi je voudrais revenir en insistant sur ce que la guerre a été au Maroc et en Tunisie. La guerre déborde littéralement des frontières de l'Algérie. Elle déborde en partie seulement parce que du côté français, la conscience du soutien et de ce que représentent les soutiens marocains et tunisiens
à l'armée de libération nationale conduisent à l'édification de barrages électrifiés le long des deux frontières. Donc l'édification des barrages prend à peu près 2 ans, c'est 1956-1958. Il se compose de barbelés enroulés électrifiés et de mines. Donc à partir de 1958, on circule pratiquement plus ou très difficilement, à ses risques et périls, entre l'Algérie d'une part et le Maroc et la Tunisie de l'autre. Mais c'est d'autant plus important que, du coup, les Algériens qui étaient au Maroc et en Tunisie sont bloqués. Sont bloqués en particulier les réfugiés. Les réfugiés sont extrêmement nombreux. Ils sont évalués à 80 000 personnes au Maroc, 220 000 en Tunisie, 43% d'enfants, dont des orphelins. Et je vous ai mis un lien, vous ne pourrez pas cliquer sur le lien, mais vous pourrez aller rechercher sur un petit film, un court-métrage, J'ai 8 ans, de Yann Lemasson, qui est un document absolument extraordinaire, qui est composé à partir de photographies, de dessins d'enfants et d'interviews d'enfants algériens dans un camp en Tunisie, et on voit donc toute leur expérience de la guerre. Le dessin que j'ai choisi de représenter ici, c'est un dessin qui accompagne le récit d'un enfant racontant le franchissement du barrage électrifié, et on voit bien les barbelés sur le dessin, la tour qui éclaire, etc. Évidemment, ces réfugiés ont besoin d'une prise en charge totale, vivres, vêtements, logements, travail. Le Maroc et la Tunisie ne peuvent pas répondre à ces besoins tout en tendant quand même des prises en charge. Il y aurait 10 000 enfants algériens scolarisés en Tunisie en 1959. Certains auraient été envoyés dans des pensionnats en Libye. Et puis le HCR intervient assez tardivement, mais il finit par y avoir des distributions d'aide humanitaire auxquelles participent aussi les Croissants Rouges arabes et le Croissant Rouge algérien, parce que le FLN crée un Croissant Rouge algérien en 1957, mais il faut bien imaginer ce que représente pour les sociétés marocaines et tunisiennes le soutien concret avec ces réfugiés, mais aussi des tensions. On signale par exemple des tensions lors des distributions d'aide humanitaire autour des camps de réfugiés au Maroc. La guerre dans l'espace maghrébin, ensuite, c'est aussi une présence militaire et des engagements. Parce que, c'est connu, l'entraînement militaire se fait en dehors du sol algérien, donc notamment au Maroc et en Tunisie. Et puis, le FLN recrute parmi les réfugiés. Et puis, il y a des combattants des maquis qui, avant les barrages ou franchissant les barrages à leur péril, viennent s'abriter au Maroc et en Tunisie et finalement gagnent les camps d'entraînement. Donc, on évalue, je vous ai mis là les chiffres quand même, ça représente 10 000 hommes au Maroc en 1962, 22 000 en Tunisie en 1962, et à partir du moment où il y a les barrages, ces hommes participent à du harcèlement au barrage, du harcèlement des troupes françaises sur les barrages, mais ce sont surtout dans ces camps de Tunisie et du Maroc que prend forme la future armée nationale populaire de l'État indépendant, puisque ce sont bien sûr eux qui peuvent bénéficier de l'entraînement le plus poussé, recevoir l'équipement qui est acheminé par les pays soutenant la révolution algérienne, eh bien l'équipement le plus moderne, alors que les maquis de l'intérieur sont dans un état de dénuement total. Et donc en 1962, eh bien, les hommes en armes stationnés au Maroc et en Tunisie pénètrent à l'intérieur de l'Algérie et ils prennent part à la guerre civile algérienne qui a lieu à l'été 62 dans la perspective de la prise de pouvoir. Et encore une fois, on le voit là, c'est l'extérieur qui prend le pas sur l'intérieur, d'où de nombreuses querelles et tensions sur la question de la légitimité au sein du pouvoir algérien après 1962. Je vous ai mis ici
un témoignage d'un homme appelé Mokhtar Moktefi, témoignage publié chez Barzac à Alger en 2016. Mokhtar Moktefi est parti au Maroc avant les barrages. Il est à Ouedzem. Ouedzem, c'est une ville marocaine qui est une ville martyre du 20 août 1955 parce que dans les mobilisations marocaines dénonçant l'exil du sultan Mohamed V, c'est une ville où il y a eu une répression féroce de la part de l'armée française. Eh bien, lui, il représente le mouvement national algérien à Ouedzem, et ce qu'il décrit dans ce passage, ce sont les manifestations qui ont lieu à Ouedzem au moment où il y a l'arraisonnement de l'avion du 22 août 1956. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais vous vous souvenez que je vous ai raconté qu'il y a 4 chefs historiques qui sont capturés alors qu'ils voyageaient à bord d'un avion marocain le 22 août 1956. Manifestation au Maroc, il assiste à ces manifestations à Ouedzem et on voit bien dans son témoignage ici la source potentielle de désordre que représente pour les autorités marocaines et tunisiennes l'existence du mouvement national algérien sur leur sol et de solidarité concrète. Là notamment, il dit que je sens qu'un rien peut les déchaîner, et donc que la ville d'Ouedzem aurait été au bord de débordements et de violences, même si, il conclut, heureusement, la dispersion s'effectue sans incident. Par ailleurs, Mokhtar Moktefi est intéressant parce que c'est quelqu'un qui ensuite se forme au Maroc et rentre en Algérie où il rejoint la LN. Il se forme à Oujda, dans un centre d'instruction où il fait partie d'un petit groupe. Il explique qu'ils sont 42 stagiaires. Il se forme aux transmissions. Qui le forme? Intéressant, 2 déserteurs de l'armée française. C'est une des spécificités, notamment des camps au Maroc. Le FLN a accueilli au Maroc en particulier les déserteurs de l'armée française. Alors, qui sont par exemple les 2 formateurs de Mokhtar Moktefi dans les transmissions? D'abord, un Algérien qui était un ancien adjudant de l'armée française et qui y avait passé 12 ans. Et puis, par ailleurs, un Allemand déserteur de la Légion étrangère. Sur quel type d'appareil s'entraîne-t-il? Du matériel récupéré sur l'ennemi. J'imagine que ce n'est pas la source principale parce que les maquis de la LN récupérant du matériel sur l'armée française, ça existe, mais enfin, on est dans un déséquilibre des forces qui laisse penser que ça ne doit pas être la source principale, mais aussi, dit Mokhtar Moktefi, du matériel acquis par contrebande auprès des bases américaines au Maroc. Donc je trouve que c'est un exemple très intéressant sur la façon dont la guerre se place au cœur de connexions. Là, on voit circuler des hommes, du matériel, et aussi, moi j'insiste toujours sur ce point, à quel point c'est quand même une guerre, en dépit de tout ce qu'on peut dire aujourd'hui absolument partout, qui ne se laisse pas emprisonnés dans les frontières des appartenances nationales. Quand on connaît bien l'histoire de la guerre, on rencontre sans cesse ce type de croisement, de rencontres et d'échanges. La guerre dans l'espace maghrébin, c'est aussi l'exportation concrète de la guerre que démontre l'événement majeur de ce point de vue en Tunisie, qui est le bombardement de Sakiet Sidi Youssef, qui a lieu le 8 février 1958. En fait, l'armée française poursuit un groupe de combattants algériens qui réussit à franchir la frontière et se réfugie en Tunisie. Et à ce moment-là, un avion militaire français va bombarder un village tunisien qui fait un lourd bilan, 72 morts, mais aussi environ 150 blessés. Et ce qui est particulièrement frappant, c'est que parmi les victimes, les enfants sont nombreux. S'ensuit une crise diplomatique, évidemment, réaction de Bourguiba et tension franco-tunisienne, mais il y a là, disent les auteurs de cette notice sur le bombardement de Sakiet Sidi Youssef, Benjamin Stora et Akram Elias, le symbole de la participation du peuple tunisien à l'insurrection algérienne en tant que lourd
tribus. La guerre dans l'espace maghrébin, j'ai évoqué volontairement la source de désordre qu'aurait pu constituer la manifestation à Ouedzem au moment de l'arraisonnement de l'avion le 22 octobre 1956, parce que, en fait, ça pose aussi des problèmes aux souverains, non pas, aux chefs d'État marocains et tunisiens, parce qu'il y a des interférences avec la vie politique interne. Le plus important est qu'en Tunisie, Bourguiba a comme principal opposant Salah Ben Youssef, qui a désavoué le chemin pris par Bourguiba dans les négociations avec la France et la façon dont le protectorat tunisien accède à l'indépendance en 1956. Et donc il anime une opposition à Bourguiba qui non pas conduit le pays à la guerre civile, mais qui fracture quand même profondément la société tunisienne. Ben Youssef finit par être assassiné, vraisemblablement sur ordre de Bourguiba, écrivent les auteurs de cette notice, en 1961 à Francfort. Eh bien, il faut savoir que Salah Ben Youssef était soutenu par Ahmed Ben Bella, et c'était une source de tension dans les relations que Bourguiba pouvait entretenir avec le FLN. Et c'est un exemple de la façon dont le refuge de la direction de la révolution algérienne à l'extérieur peut être une source de déstabilisation interne. Je le signale parce que ça va me servir pour la suite, que l'un des éléments de l'opposition entre Ben Youssef et Bourguiba, c'est que Ben Youssef est soutenu par l'Égypte et qu'il défend une Tunisie indépendante musulmane et arabe. Retenez ça parce que c'est un élément sur lequel je reviendrai. Et puis, au rang des sources de désordre interne et de la façon dont, en fait, la guerre se produit aussi à l'extérieur, je voudrais citer un événement, un exemple, pour bien montrer que ce n'est pas qu'une question de présence sur son sol. Je vais vous citer le cas du complot qui s'appelle le complot Lamouri, Lamouri. Lamouri, c'était un chef de maquis de l'Aurès qui devient le chef de la wilaya des Aurès et qui, en 1958, en gros, fomente une tentative de putsch contre le gouvernement provisoire de la République algérienne. Eh bien, le complot Lamouri contre le GPRA, de l'intérieur, tentative de putsch, il a été fomenté au Caire, où Lamouri a eu des contacts avec Fatih El-Dib, qui est le chef des services secrets égyptiens. Et puis ensuite, il part en Tunisie pour mettre en œuvre son complot. Et là, le GPRA a besoin de la garde nationale tunisienne pour faire échouer le projet de putsch. Et Lamouri et ses complices finissent par être arrêtés. Leur procès a lieu en Tunisie. Il se termine par 13 condamnations à mort exécutées et 9 peines d'emprisonnement. Et c'est donc là aussi une façon dont on voit une façon, on voit ici, pardon, excusez-moi, la façon dont la guerre se répercute à l'extérieur et comment, pour le Maroc et la Tunisie, elle peut être une source de désordre. J'y insiste parce que il est important à la fois de comprendre que sans les soutiens marocains et tunisiens, y compris les soutiens sur le terrain, au plus près des acteurs, l'aide aux réfugiés par exemple, jamais le FLN n'aurait pu subsister et développer son action comme il l'a fait, mais il ne faut pas non plus gommer les problèmes que ça a pu poser aux sociétés ou aux États et aux chefs d'État de ces deux pays. Alors, maintenant, puisque j'ai parlé du Caire, je vous l'ai dit quand j'ai passé en revue l'internationalisation au début, l'espace majeur, c'est l'espace maghrébin, et puis il y a un pôle, et d'ailleurs Claire l'a déjà mentionné précédemment, qui est ce fameux pôle du Caire. Alors, ce pôle du Caire, je rappelle qu'il faut bien penser
à tout ce qui s'est passé depuis 1945 et que j'ai présenté au début de mon intervention, notamment avec Bourguiba, Abdelkrim Al-Khattabi, le comité de libération du Maghreb arabe ou bureau du Maghreb arabe, dans lequel les Algériens sont très impliqués. Ce n'est pas un hasard si les militants nationalistes algériens qui cherchent à échapper à la répression française avant 1954 se rendent au Caire. C'est quand même le lieu où sont abrités les nationalistes du Maghreb qui cherchent à échapper à la répression française et qui ne peuvent pas revenir chez eux et agir depuis chez eux, depuis leur propre territoire. Simplement, cette aide du Caire, elle pose des problèmes. Bien sûr, elle pose le problème d'une action unitaire qui, en fait, se fait sous hégémonie nassérienne. Et c'est un des éléments, c'est pour ça que je vous ai présenté un peu longuement l'opposition Bourguiba-Ben Youssef, c'est que dans tous les mouvements nationalistes du Maghreb, il y a à la fois la nécessité et l'envie d'unité, et puis le problème que pose l'hégémonie, parce que l'unité arabe suppose avec Nasser l'hégémonie de Nasser. Je vous ai dit aussi que dans le complot Lamouri, les services secrets égyptiens y avaient trempé. Donc le Caire, c'est un pôle incontournable qui pose les problèmes du coup d'une éventuelle hégémonie nassérienne à laquelle le FLN ne cesse pas d'essayer d'échapper. Et c'est pour ça que le GPRA n'est pas toujours au Caire, que parfois il est à Tunis, parce que c'est pour échapper à des ingérences égyptiennes et nassériennes. Mais il y a aussi un problème, je dirais, non pas un problème, mais une tension, ça avive une tension, je dirais, d'ordre identitaire et culturel, que Claire a également effleuré lorsqu'elle vous a parlé des oulémas qui promouvaient une identité algérienne comme étant arabo-musulmane. Bien évidemment, au Caire, c'est cette partie du mouvement national algérien, ce courant du mouvement national algérien qui est le plus encouragé. Les oulémas vont étudier notamment au Caire. Mais en réalité, le mouvement national algérien qui s'organise dans l'entre-deux-guerres, il est pluriel et il est traversé par des tensions, des discussions, des oppositions, des différences sur ce que doit être la nation algérienne, non pas ce qu'elle doit être, mais comment on la conçoit. Et donc c'est pour ça que sur ma diapositive, je vous ai mis, c'est un peu schématique, mais c'est pour que ce soit clair, 3 courants. L'association des oulémas musulmans d'Algérie, avec Tawfiq El-Madani, qui en 1932 publie le livre de l'Algérie avec cette devise « L'islam est notre religion, l'Algérie notre patrie et l'arabe notre langue ». On comprend très bien que ça colle tout à fait à l'option panarabiste de Nasser. Mais il y a un autre courant autour de Ferhat Abbas qui est formalisé avec l'Union démocratique du manifeste algérien. L'UDMA est formée après 1945. Ferhat Abbas a une conception, je dirais, plus politique de la nation. Lui, ses revendications sont axées, notamment dans son manifeste de 1942, par la formation d'une république algérienne fédérée à la France. Et Ferhat Abbas est connu pour être un musulman, mais qui n'en fait pas un repère d'identification publique. Il est aussi connu et il a été moqué parfois pour sa maîtrise incertaine de la langue arabe, non pas l'arabe dialectal, bien évidemment, mais l'arabe classique en vogue au Caire. Ferhat Abbas a été le premier président du GPRA et ça fait partie des anecdotes, si je puis dire, que Gilbert Meignet relate dans son livre, la façon dont Ferhat Abbas était vu et critiqué pour son identité propre qui ne collait pas à l'identification aux repères de l'islam et de l'arabe comme étant des définitions, des repères d'identification fondateurs d'une identité collective algérienne. Quant au PPA-MTLD dont j'ai déjà parlé, dirigé par Messa Liadj, d'où sortent
les 9 chefs historiques du FLN en 1954. Il a connu, lui, en 1949, ce qu'on appelle la crise berbériste, qui a constitué, pour des militants kabyles en particulier, à essayer de promouvoir l'idée que la nation algérienne et l'identité collective algérienne ne pouvaient pas être qu'arabo-musulmanes et que, en particulier, la dimension berbère devait être prise en compte. Tout cela pour vous dire que bien comprendre l'enjeu que représente l'aide du Caire et le problème que pose ce pôle du Caire qui est incontournable pour toute une série de raisons. L'aide militaire, l'aide diplomatique, l'aide politique du Caire est absolument incontournable et majeure, mais ça pose un problème parce qu'en même temps, ça pose une option sur ce que doit être la nation algérienne, de la même façon d'ailleurs qu'il y a eu le problème posé entre Bourguiba et Salah Ben Youssef. J'espère que je suis claire et que je l'ai bien exprimé. Alors, et l'Afrique voilà. Et l'Afrique dans tout ça. En fait, ce qui m'a beaucoup frappé en préparant cette intervention, et d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le décalage entre ce que représente la guerre d'indépendance algérienne, j'ai envie de dire du point de vue du continent africain au sens de l'Afrique subsaharienne, surprise que j'ai déjà rencontrée dans ma carrière, quand on discute avec des collègues spécialistes de l'Afrique subsaharienne, la guerre d'indépendance algérienne, c'est la source d'inspiration majeure, c'est un moment extrêmement important, fondateur. Et en fait, ma surprise, c'est que quand on lit les ouvrages côté guerre d'indépendance algérienne, par exemple Gilbert Meignet, l'Afrique est très peu présente. Gilbert Meignet, c'est vraiment très intéressant parce que lui, sa perspective, c'est qui a aidé le FLN. Et donc, quand on lit le passage qu'il consacre à l'Afrique, il explique que, ma foi, les pays africains ont aidé le FLN à la mesure de leurs moyens, qui étaient quand même relativement faibles. Il mentionne des collectes de fonds ici ou là, par exemple, des commerçants syro-libanais qui ont collecté des fonds pour le FLN en Afrique, une union culturelle musulmane à Niamey, mais bien évidemment, l'aide matérielle ne peut pas être du tout de la même ampleur que celle des pays arabes ou du Caire. Donc, dans la bibliographie sur la guerre d'indépendance algérienne, l'Afrique occupe une place limitée. Ce qui n'est pas le cas quand on va regarder la bibliographie sur les luttes de libération nationale en Afrique, où on a au contraire une mise en avant de la guerre d'indépendance algérienne. Alors d'où ça vient? Hypothèse, mais je pense que c'est l'explication. Cela vient en fait de la portée qu'a eu la participation du GPRA aux conférences africaines et en particulier, bien sûr, à la portée de l'intervention de Frantz Fanon qui intervient au nom du GPRA. Alors, sur les conférences que l'on peut recenser, aux conférences des États africains, le GPRA envoie une délégation à Monrovia en août 1959. En avril 1958, le GPRA n'est pas encore formé. Et en août 1959, le GPRA envoie une délégation et l'enjeu est là d'obtenir une reconnaissance du GPRA par les nouveaux pays africains indépendants, ce qui l'obtient. Et ensuite, l'Algérie est présente en tant que telle à la conférence de Casablanca. Mais le plus important, et ce qui explique ce que représente la guerre d'indépendance algérienne et le FLN du point de vue, je dirais, des luttes de libération nationale en Afrique, c'est ce qui se passe à Accra en 1958. Le GPRA, il a été créé en septembre 1958. Donc la première conférence d'Accra des États, il n'est pas là. La conférence d'Accra, qui est différente, qui est la conférence qui fait partie du mouvement panafricaniste, en décembre 1958, par contre, le GPRA envoie des représentants. La délégation est composée d'Ahmed Bounengel, Chokri Mostefai et Frantz Fanon, qui prend la parole
lors de cette conférence et qui, avec toute sa verve et la force de son discours, eh bien, du coup, je dirais, crée une performance qui laisse des traces et qui est le point de départ de ce que la guerre d'indépendance algérienne représente ensuite pour les luttes de libération nationale en Afrique, à la rencontre de Tunis en 1960, sans qu'il y a le même type d'effet. La guerre d'indépendance algérienne est au cœur des débats. La conférence se conclut sur une proposition de formation d'un corps de volontaires africains un peu à l'image des brigades internationales dans la guerre d'Espagne, mais ça n'a eu que peu d'effet. Concrètement, l'ALN ouvre une base au Mali, des partisans angolais sont accueillis dans des bases algériennes de Tunisie. Et donc, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la différence entre ce que représente la guerre d'indépendance algérienne et le FLN dans les luttes de libération nationale en Afrique et la réalité concrète des contacts et des aides et des soutiens réciproques. Alors, j'en trouve un exemple assez stupéfiant pour moi dans ce fameux séjour de Nelson Mandela. Je dis fameux séjour de Nelson Mandela parce qu'on lit beaucoup ou on entend beaucoup dire que Nelson Mandela s'est formé auprès des nationalistes algériens. Il est censé être allé en Algérie parfois. Il est censé s'être entraîné. Et en dépit de bien des efforts, et j'ai même interrogé François Xavier, je n'ai pas trouvé d'article scientifique sur le séjour de Nelson Mandela et la réalité de ses contacts avec les révolutionnaires algériens. Alors, en désespoir de cause, je suis allée voir ses mémoires, dans lesquelles il n'y a rien de plus que les 2 pages que j'ai photographiées ici, et qui sont vraiment très intéressantes. Parce qu'en fait, Mandela, il est arrêté le 5 août 62. À ce moment-là, l'Algérie, elle est en pleine guerre civile. C'est l'indépendance début juillet, mais on est dans la guerre civile pour savoir qui va accéder au pouvoir. Mandela, il n'est pas allé en Algérie en 62. Il est allé au Maroc. Et ce qu'il raconte dans ses mémoires, c'est qu'il a rencontré celui qu'il appelle le docteur Mustapha, qu'il décrit comme le chef de la mission algérienne au Maroc, et c'est dans les échanges avec ce dirigeant de la lutte algérienne qui l'apprend ou qu'il se renseigne sur le type de guerre, le type de lutte à mener, et il raconte, au bout de 3 jours, il nous a envoyés à Oujda, base dont je vous ai déjà parlé avec Mokhtar Moktefi. Il dit petite ville poussiéreuse près de la frontière algérienne, quartier général de l'armée du FLN au Maroc. Et là, il voit une unité sur le front. Il dit j'ai pris une paire de jumelles et j'ai vu des soldats français de l'autre côté de la frontière. Et puis, du coup, il assiste également à un défilé militaire en l'honneur de Ben Bella, dont il dit qu'il allait devenir le premier ministre de l'Algérie indépendante. En fait, c'est le premier président de l'Algérie indépendante. Et donc, finalement, quand on cherche des traces concrètes de ce qu'ont été les liens de Mandela avec le FLN et la révolution algérienne, on trouve peu de choses. Je suis preneuse si vous trouvez d'autres choses, mais pour moi, c'est absolument révélateur de ce qu'a été précisément la guerre d'indépendance algérienne et de ce que représente le FLN. C'est beaucoup plus une source d'inspiration qu'un lieu de formation concrète, tout au moins jusqu'en 62, ce qui est logique, parce que vous aurez compris que tout ce que je vous ai expliqué, qu'on n'allait pas former des révolutionnaires africains dans les camps du FLN qui déjà étaient bien occupés à former leurs propres troupes. Donc c'est plutôt après 1962 qu'il peut y avoir ce type de lien. Alors, dernier point, j'ai bientôt fini. Je voudrais insister, je l'ai déjà un petit peu dit quand j'ai abordé au début l'espace européen de la guerre, sur le fait que cette guerre d'indépendance en dehors de l'Algérie,
elle donne naissance à des microcosmes internationaux. Alors, je prends ici l'exemple du bureau algérien à New York que Hélène Moktefi, dont Claire a mentionné déjà le nom, raconte dans ses mémoires. Alors, Hélène Moktefi, au moment où elle écrit là, elle ne s'appelle pas encore Moktefi, elle s'appelle Hélène Klein. Elle est devenue par la suite l'épouse de Mokhtar Moktefi, dont je vous ai mis les mémoires précédemment. En tout cas, c'est une jeune Américaine qui a rencontré des nationalistes algériens à Paris, où elle était venue faire ses études. Et puis, quand on la sollicite pour devenir la traductrice du GPRA à New York. Et donc, à New York, il y a un bureau algérien du GPRA qui est dirigé par Abdelkader Chanderli. Et je vous ai mis ici un extrait de ses mémoires dans lequel elle décrit les circulations et les rencontres et les échanges qui se produisaient dans ce bureau algérien à New York. Et là, on trouve, d'après ce qu'elle raconte, son témoignage, la mention de l'accueil du premier représentant d'une organisation angolaise, l'Union populaire de l'Angola, dont le président était Holden Roberto. Elle décrit aussi la façon dont les solidarités, pouvaient impliquer des Occidentaux, pour le dire vite. Par exemple, elle parle de marins irlandais partisans de l'IRA embarqués sur des bateaux britanniques qui faisaient des quêtes et qui apportaient le résultat au bureau. Et puis surtout, bien sûr, le bureau est l'occasion de contact entre des représentants algériens. Elle dit qu'elle a vu passer des futurs ministres, ambassadeurs, politiciens ou fonctionnaires avec des journalistes américains et même des représentants du département d'État. Donc, je finis là-dessus parce que je voudrais insister sur le fait qu'une vision globale et connectée de cette guerre d'indépendance algérienne n'écarte pas, ne doit pas écarter systématiquement les Occidentaux. Je mentionne aussi, non pas pour le plaisir, mais pour dire que ça a existé et qu'il est possible d'aller se renseigner à ce sujet. Également à Tunis, il a existé ce que ses détracteurs ont appelé le Maghreb Circus. Et l'expression du Maghreb Circus désignait en fait la petite société formée par les correspondants de presse étrangers, français mais aussi anglo-saxons, qui suivaient le GPRA et qui formaient à Tunis une petite société privilégiée dont les membres allaient à la plage, faisaient la fête le soir, se retrouvaient dans des villas et qui circulaient avec les membres du GPRA qu'ils pouvaient suivre à Alger, Tripoli, Rabat, Paris. Ils les accompagnent dans leurs déplacements. Il y a également des contacts entre certains de ces journalistes et des journalistes tunisiens, c'est-à-dire qu'ils interviennent dans la presse tunisienne. Je vous renvoie ici, puisque je l'ai déjà fait, à une des notices du fameux dictionnaire qui paraîtra en 2023, rédigé par François Robinet à ce sujet. Mais on a là aussi, avec Tunis, l'exemple d'un microcosme international dont des Occidentaux font partie. Est-ce que je peux dire un petit mot de conclusion, ou je n'ai pas le droit? 1 minute, ça ira. Bien évidemment, c'est dans la continuité de cette internationalisation qu'après 1962, Alger est devenu ce qu'Amilcar Cabral a appelé la Mecque des révolutionnaires, c'est-à-dire une capitale accueillante pour des délégations de quantité de mouvements de libération nationale, par exemple le Fatah de Yasser Arafat, ou l'OLP, mais aussi des membres du Front de libération du Québec, du Front de libération de la Bretagne. Je le dis là avec le sourire, mais simplement pour montrer que Alger devient, dans la continuité de ce qu'a incarné, de ce qu'a représenté la révolution algérienne aux yeux des militants de lutte de libération nationale, un lieu où installer des délégations, où se rencontrer. Il y a aussi, excusez-moi, son nom m'échappe, le représentant des Black Panthers qui est à Alger, d'ailleurs accueilli par Hélène Moktefi, Eldridge Cleaver,
qui est à Alger en 68-69, et qui, voilà. Alors, mais cet Alger, Mecque des révolutionnaires, accueillant des délégations, apportant un soutien et mettant en particulier mettant au service de ces mouvements ces réseaux diplomatiques et ces contacts de par le monde, c'est quelque chose que, en général, dans l'historiographie, on date des années 60, et le festival panafricain de 1969 à Alger constitue de ce point de vue-là un terme que l'on retrouve à peu près dans toutes les références que l'on peut consulter. Je vous ai mis celle de Jeffrey James Byrne, Mecca of Revolution, et il y a un documentaire aussi qui est passé sur Arte qui s'appelle La Mecque des révolutionnaires. Je ne suis pas certaine qu'il soit accessible en ligne, mais qui donne un très bon aperçu de cet Alger des années 60.